Alors, bon après-midi tout le monde, à tous les participants qui sont déjà avec nous. Bienvenue à la semaine de la formation à distance. On a déjà d'habitués avec nous, des fidèles. Alors, cet après-midi, on a une belle après-midi prévue avec vous, avec l'École en réseau. Donc, on a avec nous Marie-Claude, Nicole et Sophie Nadeau-Tremblay de l'École en réseau qui vont venir nous parler de susciter la collaboration entre élèves à distance pour apprentissage signifiant. Donc, avant de leur laisser la parole, j'aimerais quand même prendre le temps de vous dire que cette semaine de la formation à distance-là est offerte par Fadio, mais avec le soutien financier du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, merci à eux pour nous permettre de vous offrir cette belle semaine-là. Et merci aussi à tous les partenaires comme l'École en réseau qui nous permettent de rendre possible cette belle semaine. Donc, pour tout ce qui est des questions qui auront lieu au cours de la présentation, on va avoir 3 blocs de questions. Donc, nos animatrices là, nous indiqueront le moment où vous serez venu pour poser les questions. Par contre, tout au long de la présentation, vous pouvez venir mettre vos questions dans le module questions-réponses. Donc, bon atelier à tous. Merci d'être là. On va commencer par se présenter peut-être, Marie-Claude. Oui, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Nicole. Je travaille à École en réseau comme collaboratrice, plus particulièrement en sciences techno, mais en fait, j'accompagne plusieurs classes de primaire et de secondaire pour faire différents projets dans École en réseau, dont vous allez en voir quelques exemples pendant la présentation. De mon côté, Sophie Nadeau-Tremblay, je suis enseignante ressources pour École en réseau. Donc, je travaille à coordonner des projets, développer également de nouveaux projets avec des enseignants. Donc, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous si jamais il y a des idées qui émergent au fil de la présentation, voire par la suite. Donc, toutes nos coordonnées, de toute façon, sont facilement accessibles. Aujourd'hui, on avait envie de vous entretenir sur la collaboration qu'on peut mettre en place à distance pour des apprentissages signifiants. Puis, vous allez voir que quand ce sera à distance, on ne veut pas nécessairement dire toujours quand on est en contexte actuel de pandémie, mais vraiment que ça puisse se faire même dans la prochaine année où est-ce qu'il n'y aura pas cette même réalité-là. Donc, évidemment, on le sait tous, la formation à distance n'est pas née d'hier, ça a été amplifié, mais c'est encore bien présent. Aujourd'hui, on a structuré l'atelier donc en 3 parties et entre chacune des parties, il y a une période de questions. Comme on vous l'a indiqué, d'aller indiquer vos questions dans le question-réponse directement pour qu'on puisse faire un moment, un temps d'arrêt où est-ce qu'on va répondre là, donc à ces questions-là. Premier bloc sur l'école en réseau. Donc, qu'est-ce que c'est enseigner et apprendre en réseau? Peut-être que vous connaissez déjà l'initiative, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas non plus. Donc, vous présentez cette initiative. Ensuite, on va vous parler de la démarche d'investigation dans l'école en réseau et finalement du travail collaboratif à l'oral et à l'écrit, comment on peut le structurer en classe et à distance. On vous a proposé donc un petit sondage. Il y en a peut-être certaines personnes qui n'ont pas eu le temps encore d'y répondre. Donc, je vous invite, Marie-Claude, est-ce que tu peux replacer le lien? Merci. Je vous invite à aller y répondre et on va aller voir les questions. L'objectif, c'était de rendre le tout un petit peu plus convivial pour vous connaître. On a maintenant à peu près, je crois, 21 réponses dans notre questionnaire sur les quelques participants. Je pense qu'il y a presque 60-70 participants. Et les réponses les plus intéressantes, c'est que à peu près plus que la moitié, 60% de personnes ne connaissent pas du tout École en réseau. Donc, ça va être une belle occasion de nous connaître et même, comme disait Sophie, de nous proposer des activités. On vous laisse le temps d'y répondre. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une grande majorité d'entre vous sont des conseillers pédagogiques et l'autre majorité, c'est des enseignants. Il y a une très belle répartition dans les régions, à l'exception du Bas-Saint-Laurent qui est fort bien représenté. Donc, on n'est pas étonné avec, évidemment, la présence de la Fadio. Vous voyez bien mon écran, hein, Marie-Claude, avec les résultats. Oui, c'est bon. On voit ça rentrer en direct.
On se croirait dans une soirée d'élection. Je répondrai tout de suite. Je vois dans le clavardage, il y a une question de M. Drolet, Christian Drolet. Oui, ça s'applique aussi FP. Vous pouvez rester, vous allez voir que ça peut être intéressant aussi. C'est sûr que dans l'offre d'activité d'école en réseau, c'est moins une offre qui est destinée à la formation professionnelle. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de la créer. Donc, c'est pas exclusivement réservé. Et même, il y a des collaborations qui se sont faites avec l'université également, donc des étudiants en enseignement. Alors, on voit que ça peut s'appliquer à plusieurs, quand même, ordres d'enseignement différents. Je pense qu'on a eu une bonne proportion de réponses. Donc, on va pouvoir… oui, l'accès à la présentation, Karine va pouvoir vous la partager. Je crois qu'elle était peut-être précédemment dans le clavardage, là, mais Karine va s'occuper de vous la partager. Voilà, elle vient de le faire. Donc, on va poursuivre la présentation. Qu'est-ce que c'est École en réseau? Alors, tout de suite, réponse à ce premier bloc. École en réseau, c'est une initiative qui a émergé, en fait, d'un projet de recherche en 2002 avec un partenariat avec le ministère de l'Éducation, la recherche, mais aussi des milieux ruraux. Donc, c'était surtout dans des petites écoles qui étaient éloignées. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre ensemble ces petites écoles pour amorcer un travail et enrichir, bonifier l'environnement d'apprentissage des élèves. Évidemment, le numérique, dès le départ, était sollicité parce que si on veut communiquer à distance, on n'a pas le choix de l'utiliser. Mais il y a 15 ans, le numérique dans les classes du Québec n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y avait quand même de bons défis uniquement de connexion puis d'accessibilité aux ressources. Il y a environ une dizaine d'années, au départ, ça s'appelait école éloignée en réseau d'ailleurs. Maintenant, c'est école en réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de grandes écoles, ça a commencé peut-être il y a 10-12 ans, qui se sont intéressées, qui ont dit, bien, nous aussi, on aurait le goût de travailler en collaboration avec d'autres classes, avec d'autres écoles de d'autres milieux. Donc, dans ce contexte-là, école en réseau, c'est élargi. Il y a l'intention aussi dans École en réseau de donner un accès à des ressources à ce que nous, on appelle des partenaires extrascolaires. Donc, d'aller chercher des ressources externes à l'école, des scientifiques, des musées, des auteurs, illustrateurs, des gens de différents domaines des arts, de la culture, pour aller chercher leur expertise, puis pour qu'ils entrent dans la classe, mais entrer dans la classe de manière numérique. Donc, cette initiative-là, cet intérêt de venir bonifier l'environnement d'apprentissage, c'est par le contact avec d'autres classes, mais aussi par l'accessibilité à des ressources. Il y a l'idée aussi dans l'école en réseau des apprentissages en profondeur. Donc, la démarche d'investigation que Marie-Claude va vous présenter tout à l'heure, c'est vraiment un travail de collaboration avec les élèves où est-ce qu'on essaie le plus près, le plus possible de se rapprocher d'une investigation collective autour d'un sujet qui soit en français, en mathématiques, en sciences, mais d'aller pousser l'apprentissage au-delà, dans le fond, des connaissances, mais vraiment de chercher le développement des compétences. Et ça va susciter les projets collaboratifs à l'oral, à l'écrit, en classe, mais aussi, donc, interclasse. Et quand on parle d'interclasse, ça peut être à l'intérieur d'un même centre de service ou à l'intérieur de plusieurs centres de services. Donc, des projets qui vont se vivre vraiment, voire même avec des partenariats à l'international. Il y a des projets de correspondance, puis des projets sur différents objets d'apprentissage qui peuvent se mener aussi, même en dehors du contexte québécois, pour amener les jeunes à s'engager davantage, à demeurer aussi actifs, ce qui n'est pas toujours évident de faire lorsqu'on est à distance. On a choisi une image qu'on trouve intéressante pour représenter ce réseautage-là. Donc, les élèves, bon, ce n'est pas une image qui est parfaite, mais quand même, c'est intéressant. On voit que les élèves sont connectés, donc ils sont chacun derrière un écran d'ordinateur, mais ils sont quand même ensemble dans une classe, donc ils travaillent en collaboration autour de disciplines qui sont elles aussi connectées.
Donc, évidemment, le volet pédagogique disciplinaire est très important dans l'école en réseau. Ce n'est pas de faire un projet qui sera déconnecté du curriculum, du programme de formation, mais qui va être vraiment à l'intérieur de ce curriculum-là. Mais c'est plutôt peut-être dans la façon de le travailler avec les élèves que la thématique va être intéressante. Il y avait une citation aussi de Scott qui nous apparaissait pertinente, l'éducation en réseau, qui consiste à collaborer localement et dans le cadre d'équipes distantes, permettra aux jeunes de participer à des activités d'apprentissage plus personnalisées et équitables. C'est dans le cadre d'une revue de littérature que Scott a menée pour le compte de l'OCDE que cette citation a été tirée. Et évidemment, dans tout le contexte de l'apprentissage global qui est pertinent pour le 21e siècle, peut-être que vous avez entendu parler des compétences globales, des compétences du 21e siècle, donc c'est dans cette idée-là. Dans l'offre d'école en réseau, il y a vraiment plusieurs volets. Donc, je vais les survoler avec vous. Puis, nous, on va s'attarder là vraiment au contexte pédagogique aujourd'hui, mais ça vous donne quand même, au niveau de l'offre d'hier, vers quoi ça peut aller. Donc, d'abord, une équipe d'accompagnement, de médiation, de soutien, une salle de soutien en ligne. D'ailleurs, il y a certains centres de services scolaires qui se sont inspirés de cette salle de soutien en ligne puis qui ont créé dans leur centre de service une salle de soutien. Alors, il y a une salle virtuelle qui est ouverte, qui est accessible à tous directement du site d'école en réseau, du lundi au vendredi, 8h30 à 11h30, 12h30 à 15h30 pour des enseignants qui auraient des questions sur le travail en réseau, sur un projet, une idée de projet à développer, donc qui peuvent se brancher. L'école en réseau, ce n'est pas une grosse équipe, donc c'est une équipe d'une dizaine de personnes, dont seulement 4 qui sont à temps plein. Alors, on a des collaborateurs et des enseignants ressources qui sont aussi en classe, donc 4 jours semaine, une journée là, en coordination de projet. Et on essaie d'allier les forces un peu de tous. Donc, Marie-Claude le disait tout à l'heure, elle est plutôt spécialisée en sciences. Moi, de mon côté, c'est beaucoup au niveau du développement professionnel, aussi au niveau de tout ce qui est français, là, lecture, écriture. Donc, on essaie d'avoir des forces variées. Les outils de mise en réseau aussi dans l'offre d'école en réseau. Donc, oui, les outils de visioconférence, donc d'apporter un support aux enseignants, mais surtout les outils d'écriture collaborative, donc pour favoriser le travail collaboratif à l'écrit interclasse. Donc, on peut penser à Padlet, à Google Drive, au KF, à Jamboard, donc différents outils qui seront pertinents à utiliser, intéressants selon le contexte. Également, une offre d'activité, si vous allez sur le site, de toute façon, vous allez le voir rapidement dans Activités en réseau, comme je le disais tout à l'heure, qui touche spécifiquement les domaines du programme de formation et qui vont mobiliser évidemment les dimensions de la compétence numérique. Les partenariats, donc on a une vingtaine de partenariats formels avec différents acteurs extrascolaires. Donc, on nommait tantôt des musées, des auteurs, des illustrateurs qui vont, dans le cadre d'un projet, venir présenter un moment ou encore vraiment plutôt une activité ponctuelle, on vous en parlera tout à l'heure, mais vraiment pour une activité précise où est-ce qu'ils vont présenter un contenu. Je pense entre autres à Parc Canada avec qui on a un partenariat qui présente des webinaires aux classes avec un travail aussi d'écriture, si les classes le souhaitent, là, qui pourra prolonger l'activité. Et finalement, il y a tout un volet développement professionnel avec des activités, donc format prof, qui sont des ateliers donnés par des enseignants pour des enseignants. Également, on a des communautés de pratique, donc qui évoluent d'une année à l'autre selon l'intérêt des gens. Si vous avez d'ailleurs des suggestions, des propositions de communautés de pratique, et ce sont des communautés de pratique en ligne qui vont se créer. En ce moment, il y en a à peu près 5-6 d'actives, entre autres au niveau des orthopédagogues. Il y en a une pour les enseignants du préscolaire. Il y en a une bientôt pour les stagiaires en enseignement. Donc, vraiment, une offre là, qui va différencier selon l'intérêt des gens. Alors, ça clôt un peu le portrait là, des possibles dans l'école en réseau. Je vous ai parlé tout à l'heure des types d'activités. Donc, les types d'activités peuvent provenir de plusieurs personnes, l'origine de ces activités-là. Très souvent, ça va être des enseignants qui vont avoir des idées.
soit à l'intérieur de leur centre de service ou encore une enseignante qui va travailler avec une enseignante d'un autre centre de service. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'activités intra- et extra-centre de service. Alors, il y a des dynamiques locales qui sont parfois créées dans un centre de service, alors que d'autres, c'est vraiment inter-centre de service. Il y a aussi l'équipe EER qui propose des activités. Donc, dans notre rôle, on va proposer des activités aux classes. Et il y a finalement des partenaires extrascolaires. Je pense entre autres à la Fondation Monique Fitzbach, qui nous a contactés récemment pour développer une activité à distance sur l'empathie avec les élèves. Donc, j'ai travaillé avec eux pour structurer cette activité-là et on est en train d'ailleurs de vivre le projet pilote, voir comment ça se passe. Donc, la source de l'activité peut provenir de vraiment plusieurs endroits. Ensuite, on va retrouver 3 types principaux. Donc, nous, ce qu'on appelle les activités ponctuelles, les séquences d'activités et les activités en co-construction. Quand on parle d'une activité ponctuelle, ça va être normalement une seule rencontre en visioconférence qui va être précédée d'une activité en classe que l'enseignante va avoir vécue relativement courte et d'une activité de prolongement qui sera faite par la suite. Il y a la possibilité d'écriture collaborative. Souvent, on va utiliser à ce moment-là un Padlet pour la diffusion de ce qui va avoir été fait comme activité en classe de prolongement. Et ça va se faire avec un partenaire extrascolaire ou encore, je pense entre autres à une activité qui est animée, une activité d'art qui est animée par une enseignante. Donc, ça peut aussi être une activité ponctuelle intéressante animée par une enseignante. Le deuxième point, c'est la séquence d'activités. Donc, une séquence d'activités, bien, on le voit, hein, c'est de plus longue haleine. Une séquence peut être sur 2 semaines, mais elle peut être aussi sur 2 mois, voire sur 5 mois, 6 mois. Donc, il y a des séquences de plus grande envergure. À ce moment-là, la planification, elle est définie. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'École en réseau, dans l'onglet « Ressources », vous allez voir « M'inspirer » d'activités en réseau. Donc, vous allez déjà avoir accès à des séquences qui sont planifiées. Et on les propose, évidemment, c'est modulable et toutes les séquences sont adaptables à la réalité de l'enseignant parce que parfois, on va avoir une vingtaine, trentaine de classes qui vont participer. Évidemment, tout le monde ne le fera pas de la même façon, mais c'est ce qui va rendre le tout riche, justement, d'avoir les opinions de tous et chacun. Il y aura à ce moment-là plusieurs rencontres en visioconférence qui sont planifiées et des activités en classe qui seront faites aussi. Donc, une rencontre en visioconférence, 1 ou 2 activités en classe, une autre rencontre en visioconférence, ça va se ponctuer comme ça. Il y a de l'écriture collaborative qui est possible et la présence d'un partenaire extrascolaire, habituellement à l'un ou l'autre des moments de la rencontre. Les activités en co-construction, c'est un peu la même chose finalement que la séquence d'activités, sauf qu'à la base, on ne connaît pas la structure. Donc, il y a des enseignants qui aiment beaucoup travailler de cette manière-là. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler avec quelque chose qui est plutôt planifié. Mais il y en a qui disent, bien, on va travailler ensemble, on sait sur quelle thématique, on sait vers quelles compétences on veut exploiter avec nos élèves, les faire développer, mais on ne sait pas encore quel chemin ça va prendre. Donc, on se laisse le temps de le découvrir avec eux, avec nos élèves, et on modulera au fur et à mesure. Donc, c'est l'activité en co-construction. Normalement, ça va rejoindre un moins grand nombre de classes en même temps parce que ça va impliquer plusieurs personnes. Très souvent, dans les communautés de pratique, je parlais du développement professionnel, très souvent dans les communautés de pratique, il y aura des séquences, des activités en co-construction qui vont se développer. Et à ce moment-là, on peut faire appel ou non à des partenaires extrascolaires. Finalement, il y a ce qu'on appelle la pédagogie en réseau. Donc, vous voyez qu'on l'a placé sur un continuum qui regroupe l'ensemble de ces activités-là. Ce sont des enseignantes qui, puis je parle d'enseignantes parce que c'est une majorité féminine, mais je pourrais très bien nommer enseignants, qui choisissent en fait, qui structurent leur enseignement, leur pédagogie en fonction un peu de l'offre d'école en réseau. Dans le sens où, très souvent, ces enseignants-là n'auront pas de matériel de base. Par exemple, j'ai en tête 2 enseignantes qui n'ont pas de matériel de base en sciences. Donc, qui vont voir sur le site en réseau quelles activités seraient intéressantes à faire avec mes élèves en sciences et qui vont organiser, en fait, le programme d'activités en fonction de ça, donc de leur classe, en fonction de l'offre d'école en réseau. Donc, ils vont faire des activités ponctuelles. Des fois, ils vont greffer même les contenus en orientation professionnelle. Ils vont aller jumeler plusieurs éléments de leur programme à partir de l'offre d'école en réseau. Ça couvre la typologie type.
Maintenant, je vais vous présenter un exemple d'un réseau littéraire. Je vous disais tout à l'heure que moi, j'avais un intérêt particulier pour le français. Donc, dans le cadre d'un réseau littéraire, la séquence, elle est souvent la même. Puis un réseau littéraire, souvent, ça fait beaucoup de sens là, pour les enseignants qui apprécient travailler de cette manière-là. Donc, comment ça se vit en réseau, un réseau littéraire? Évidemment, on va travailler les 4 compétences en français. On va organiser une rencontre de lancement en visioconférence pour les classes et pour survoler un premier album. Par la suite, on va travailler des stratégies de lecture, donc qui vont être ciblées en fonction évidemment du niveau scolaire. Des fois, ce n'est pas nécessairement des stratégies de lecture, ça peut être certaines connaissances également qui vont être travaillées et on va essayer de l'exploiter à l'écrit. Donc, ces activités-là vont se faire à l'intérieur de chacune des classes et l'enseignant va l'adapter aux besoins de ses élèves. Ensuite, on pourrait, donc ça c'est un exemple, mais c'est une activité pour prolonger, où est-ce qu'on pourrait modéliser la rédaction d'un texte. Donc ça, c'est un projet qu'on a vécu l'année dernière qui avait été bien apprécié à l'intérieur donc, de chacune des classes. Et en DIAD, les élèves ont écrit un texte descriptif. Ça s'est fait sur un forum d'écriture collaborative, il y a eu des rétroactions par les enseignants et les classes se sont rencontrées en visioconférence pour partager ces textes-là. Toute cette séquence-là, s'est reprise avec un deuxième album autour donc, du même thème, donc dans le cadre du même réseau. Et cette même séquence-là s'est reprise, sauf que la rédaction à ce moment-là était plus à propos autour du deuxième album. Donc, ça vient enrichir parce qu'on a des rétroactions des élèves, on a les rétroactions des autres classes également, et ça nous permet de pousser plus loin, entre autres dans les dimensions de la lecture, l'appréciation, l'interprétation, ça nous permet de pousser beaucoup plus loin. Donc, ça donne un petit peu une représentation de à quoi pourrait ressembler une activité en réseau. Et on en vient à la période des questions. Donc, Sophie, je te nomme la question. Dans le fond, c'est peut-être, je vais essayer de trouver un équivalent parce que tu vas comprendre. Est-ce que les conseils régionaux de la culture et ou le réseau des agences de développement numérique sont impliqués? Donc, la personne qui a posé la question, moi, est-ce que tu as des... Veux-tu commencer, Sophie, puis après... Oui, bien, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là, donc je ne sais pas. Moi, le réseau des agents de développement numérique, je ne connaissais même pas ce réseau-là et ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Donc, je vous inviterais, en fait, là, on pourrait, en discuter. Donc, oui, plus... On l'a dans notre question-réponse, donc si vous voulez nous écrire là, avec nos coordonnées. Ensuite, à quoi ressemble l'achalandage de la salle de soutien? Documentez-vous les requêtes? Bon, les requêtes étaient précédemment documentées parce que ça faisait partie, comme je le disais, d'un projet de recherche. Maintenant, les requêtes ne sont plus documentées. Par contre, l'achalandage, il est variable. En début d'année, l'achalandage, il est un peu plus grand. Donc, les enseignants ont beaucoup d'idées, les conseillers pédagogiques aussi, les porteurs de dossiers ont plusieurs questions, des problématiques des fois d'accès, qui veulent avoir plus de... Et je dirais qu'à partir de novembre, l'achalandage diminue. Puis, par la suite, ça devient un achalandage qui est un peu... en fait, je dirais avec des clients habituels, mais ce n'est pas le bon mot, là, mais on va les appeler nos habitués, où est-ce qu'ils savent en plus à quel moment on se retrouve là. Donc, ils viennent nous voir. Plutôt qu'on se donne un rendez-vous, bien, ils savent qu'on est là, donc ils viennent nous voir. C'est très, très variable là, en termes de fréquentation. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a aucun centre de formation professionnelle qui est de manière formelle, en fait, inscrit à EER. Toutefois, parce qu'il y a un volet d'inscription, oui, formel, mais il y a un volet de participation qui, lui, n'a pas besoin d'inscription formelle. Alors, c'est juste de s'inscrire aux activités. Donc, le centre en soi, il n'y a aucun centre d'inscrit formellement. Toutefois, il y a quand même des gens qui participent à des activités beaucoup plus au niveau, justement, des activités de développement professionnel. Donc, c'est le volet. Mais ce serait possible de le faire autrement également. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la deuxième partie.
Alors, comme vous pouvez le constater pendant la présentation, on va alterner entre de la théorie, mais aussi de la pratique. Donc, vous allez voir, là, vous allez comprendre, souvent, on vous explique des modèles qui sont peut-être plus théoriques, mais on a vraiment beaucoup d'exemples que vous comprenez bien à quoi ça peut ressembler. Puis, comme une de nos fidèles à l'UQTR École en réseau, rien de mieux que de venir participer à une activité pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que la démarche d'investigation dans l'école en réseau? Bien, si je prends la partie qui est à votre gauche de l'écran, où est-ce qu'il y a une enseignante avec ses élèves, bien, quand une enseignante ou un enseignant commence à l'école en réseau, on lui propose vraiment de se familiariser avec ces démarches-là avec ses élèves dans sa classe. Tout d'abord, on lui propose de travailler au niveau relationnel de la communauté d'apprentissage qu'il va créer dans sa classe. Où est-ce que dans cette communauté-là, il va créer une ambiance de respect des idées de tous, où est-ce qu'il va prendre lui-même, à titre d'enseignant, une posture d'apprenant, où est-ce qu'il va devenir un guide pour faire avec ses élèves et non pour ses élèves. Bien sûr, l'enseignant va travailler à structurer les apprentissages à travers, justement, comme on dit, d'écriture collaborative ou des échanges oraux avec ses élèves, mais d'abord, il faut vraiment instaurer quelques règles pour cette communauté-là. Par la suite, les élèves, avec l'enseignante, peuvent travailler une question assez complexe quand même à répondre, à partir de laquelle ils vont chercher ensemble des réponses, se poser d'autres questions, aller chercher des moyens pour y répondre, mais aussi aller poser des questions à des personnes. On parlait tantôt de partenaires extrascolaires, donc selon le contenu, selon la discipline qui est travaillée, les élèves pourront faire intervenir des personnes de différentes disciplines dans la classe pour venir travailler avec eux. Et quand on parle de l'interclasse, bien, on peut aussi aller partager avec d'autres élèves. Les élèves vont faire partie d'une grande communauté où est-ce que leurs idées vont aussi être importantes pour faire avancer justement l'investigation. C'est là vraiment que ça va prendre tout son sens, où est-ce que lorsqu'on est plusieurs élèves qui travaillent ensemble et on a plusieurs idées, et moi qui aime beaucoup travailler en sciences, ce que j'aime le plus, c'est comment on peut justement résoudre une question, une problématique, quelles expériences sont les mieux à faire pour être capable de valider une hypothèse. Et donc, c'est là que ça prend vraiment son sens. Et ça, bien, comme on le sait, ce n'est pas linéaire. On peut faire des allers-retours, revenir en arrière. L'important, c'est vraiment de travailler tout ça collectivement et de commencer, bien sûr, avec les thématiques qui nous intéressent, nous, en tant qu'enseignants, mais aussi à travers notre classe en premier pour aller vers l'interclasse par la suite. Si tu veux changer, Sophie. Et ce qu'on aime bien, c'est de discuter à ce moment-là d'un espace collaboratif. Ce que je viens de vous présenter, c'est plus particulièrement un espace collaboratif dans votre classe où est-ce que vous allez travailler à l'écrit, une écriture collaborative. Tantôt, Sophie a parlé de certains outils qui peuvent être utilisés. On a parlé du Padlet. Je vais vous montrer un exemple tantôt de Padlet. On a différents trucs. Vous pouvez même travailler sur un document Word collectif qui est en ligne ou un Google Drive, quelque chose de ce genre-là. L'important, c'est que tous les élèves y aient accès. Vous pouvez travailler à l'extérieur aussi, où est-ce que vous allez faire, par exemple, une tempête d'idées sur certains éléments que vous pourriez observer à l'extérieur, à la bibliothèque, dans un endroit de la communauté qui devient vraiment partie prenante d'un des moyens pour répondre aux questions des élèves. Et vous pourrez aussi échanger en visioconférence avec un partenaire extrascolaire qui vient dans votre classe, mais à travers justement la visioconférence. Et par la suite, bien, tout ça peut être vécu également selon ces modalités, ces mêmes modalités-là à l'écrit, dans la classe et en visioconférence, mais avec d'autres classes. Donc, ça devient un espace collaboratif interclasse. Et voilà. Sophie, si tu veux rajouter quelque chose ou changer. D'accord. Alors, un exemple concret. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le défi apprenti génie du réseau Technosciences. À chaque année, le réseau Technosciences propose un défi de conception technologique pour tous les élèves du Québec. Et ce défi-là se termine par une compétition dans laquelle les élèves vont aller présenter leur prototype et réaliser la tâche qui est demandée dans le défi. Il y a 3 ans, il y a une enseignante qui m'a approchée, qui m'a dit, mais moi, à chaque année, mes élèves font le défi apprenti génie, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas assez loin, qu'ils manquent de motivation, qu'ils se posent trop peu de questions sur les concepts de sciences qu'on aimerait aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce serait possible de pouvoir poser des questions à un ingénieur qui viendrait justement amener les élèves un petit peu plus loin dans la compréhension des concepts, mais aussi de l'utilisation des outils de la science et de la technologie?
Donc, on a utilisé justement un partenaire extrascolaire qui n'était pas une personne pour commencer, qui était plutôt une ressource offerte par le réseau Technosciences. Et on a justement proposé ce projet-là aux classes. Les classes sont venues dans une rencontre de présentation du projet en visioconférence où est-ce qu'on a lancé la question: qu'est-ce qui permet à un véhicule sans moteur de bien rouler? Et là, les enseignants, enseignantes qui participaient avaient tous les documents du défi Apprenti Génie qui étaient déjà là. Et la question, elle était posée par le défi. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a préparé, on a structuré les apprentissages, quand je vous disais tantôt, à l'aide d'un forum d'écriture qui permettait aux élèves de nous présenter leur conception initiale sur comment on peut faire rouler un moteur, un véhicule sans moteur. Donc, les classes se posaient, les élèves allaient sur le forum de connaissances. En classe, bien, les élèves avaient à commencer le défi Apprenti Génie à partir du guide qui était offert par le réseau Technosciences. Et là, bien, on enrichissait les idées parce que là, les élèves, au début, c'était vraiment leur conception initiale. On est revenu, moi, j'allais sur le forum de connaissances en tant que spécialiste de sciences et on avait la chance d'avoir aussi 2 expertes qui étaient des ingénieurs qui venaient discuter avec les élèves pour les faire progresser. Elles leur posaient des questions pour qu'ils précisent leurs idées, pour qu'ils amènent des éléments supplémentaires de compréhension par rapport à leurs idées initiales. Ensuite, les classes avaient à construire un premier prototype. Et là, bien, elles avaient ensuite, en visioconférence, à présenter leur prototype. Et on avait la chance d'avoir, peut-être juste avant, Sophie. Ça va trop vite. OK. Donc, il y avait la chance d'avoir les ingénieurs qui étaient là aussi. Les élèves pouvaient nous présenter leur prototype, les problématiques qu'ils avaient. Et par exemple, un élève nous a dit je ne comprends pas pourquoi, moi, mon véhicule, il ne roule pas droit. Et on a pu justement lui dire, est-ce que tu as utilisé une règle pour mesurer la distance entre les 2 roues? Comment tu as fait pour le faire? Donc, on a amené certaines petites précisions comme ça qui ont facilité la vie des élèves et les a amenés à mieux comprendre toutes sortes de parties, de pièces de leur véhicule et retourner dans un deuxième prototype. On avait la chance aussi d'avoir nos ingénieurs sur une espèce de forum d'écriture qui leur permettait, la prochaine, Sophie, s'il te plaît, d'avoir du soutien technique de la part de nos experts. Donc, on pouvait justement aller un petit peu plus loin avec les élèves par rapport à ça. Donc, l'idée, c'était toujours de revenir avec les idées initiales des élèves, de les améliorer, de les amener toujours un petit peu plus loin et de surtout rencontrer des ingénieurs qui, elles, amenaient une certaine authenticité au projet. Par la suite, quand les élèves se sentaient prêts et qu'ils avaient suffisamment avancé dans leur véhicule, il y avait la compétition, mais bien sûr, l'enseignante, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des vidéos et il y avait une visioconférence aussi pour que les élèves nous présentent c'était quoi leur bolide final, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme modification en visioconférence interclasse et justement de revenir sur d'où on est parti au début, ça a été quoi nos problématiques, comment on les a réglées et comment on a fait nos modifications avec quels outils. Donc, c'est vraiment la démarche que tout ingénieur utilise, mais elle a été faite entre classes avec une problématique réelle, avec les élèves vraiment au centre de cette problématique-là. Donc, et des experts qui sont venus aider les élèves justement à travailler sur les différents aspects de cette démarche de conception interclasse sur un produit qui a été fait, qui a été développé par un partenaire qu'on a adapté à notre modèle. Et la suivante, c'est pour vous montrer un exemple de l'écriture collaborative avec justement nos ingénieurs. Donc, vous vous rappelez la question, qu'est-ce qui permet à un véhicule sans moteur de bien rouler? Et un élève a écrit, je pense que sans plan incliné, le véhicule ne peut pas rouler, sauf s'il a un moteur. Et il y a un autre élève qui a enrichi l'idée. Moi, je pense que le plan incliné ne fait que donner un élan. Donc, vous voyez, le premier élève avait une idée, c'était son idée. Le deuxième élève a enrichi l'idée. Et là, notre expert est venu enrichir encore une fois l'idée. Tu as raison, le plan incliné donne l'élan, mais grâce à la force de gravité qui agit sur le bolide, le bolide peut justement avancer. Donc, on avait ces éléments-là. On avait aussi l'idée que les experts peuvent re-questionner les élèves pour qu'ils puissent aller un peu plus loin.
c'est ce qu'on voit ici dans la deuxième colonne, où est-ce que l'élève, je crois qu'en mettant plus de poids sur l'avant de son bolide, bien, ça va avancer mieux. Et là, l'expert vient lui dire, effectivement, la masse qu'on ajoute a un rôle à jouer. Plus la masse est grande, plus ton bolide risque d'aller loin. C'est la gravité. Et il y a un autre élève qui est venu parler au premier. Donc, je suis d'accord avec toi, mais les roues doivent rester droites et en équilibre. Et là, je ne vois pas, Sophie, ce qui est écrit. Non, je ne sais pas ça. Qu'est-ce qui va se passer si... Est-ce que toi, tu le vois? OK, c'est beau. Si les roues ne sont pas droites, qu'est-ce qui va se passer? Donc, justement, vous voyez les enfilades, on appelle ça une enfilade, entre l'expert, les élèves, pour justement faire progresser les connaissances, mais ça structure aussi les apprentissages vers la trame que l'on souhaite, faire comprendre quels sont les éléments qui sont importants pour faire rouler un véhicule sans moteur. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce bloc-là. Oui, ça nous amène. Il y avait des questions intéressantes donc dans la fête de clavardage, dans les questions-réponses. Est-ce que vous avez déjà vécu des activités entrepreneuriales animées par des collaborateurs externes ou entre des écoles reliées par le réseau? Donc, oui, alors c'est vraiment intéressant que vous le souleviez. Deux éléments. On a un partenariat avec Idée Éducation entrepreneuriale où est-ce qu'on propose à chaque année aux classes qui souhaitent vivre un projet, une thématique, puis elles se relient ensemble. Puis c'est avec une personne d'Idée Éducation entrepreneuriale qui vient à quelques moments rencontrer les classes pour interagir avec eux puis soutenir l'avancement. On serait quand même ouvert, là, je voyais que c'était quelqu'un du CQCM. Il faut savoir qu'avant Noël, j'ai participé dans le cadre d'un cours donné à l'Université Laval aux étudiants de troisième année en technologie éducative et on était en partenariat avec le CQCM et nous, avec École en réseau, où est-ce que les étudiants avaient à élaborer une activité justement qui se vivait sous ce principe de collaboration ou de collaboration interclasse. Donc, ce serait tout à fait quelque chose de possible là, d'élargir et de vivre ce type d'activité-là en classe, puisqu'il y a certains éléments qui sont très, très près, en fait, en termes de collaboration. Il y a une autre question, Marie-Claude, qui est peut-être un petit peu plus pour toi par rapport à la motivation versus la participation au défi apprenti génie. Je ne sais pas si tu as une réponse. Oui. Ben, moi, je ne vois pas de différence entre les filles et les garçons dans les projets. Puis, ce qui est très intéressant, c'est que sans avoir planifié vraiment, on invite toujours, à chaque année, c'est des femmes ingénieures qui viennent travailler avec ces projets-là. Donc, l'année passée, ça a été ça. On a même eu la chance, s'il n'y avait pas eu la COVID, Farah Alibé avait accepté de venir travailler avec le défi apprenti génie l'an dernier. Mais à cause de la COVID, ça n'a pas été possible. Donc, on a quand même des partenaires très, très intéressants et intéressantes qui viennent justement discuter avec les élèves pour favoriser cette motivation-là, de travailler avec des projets qui sont plutôt non genrés, justement en sciences techno. Puis les filles étaient aussi intéressées que les garçons. Là, ça a vraiment bien fonctionné. Justement, par rapport aux partenaires externes, il y avait une question concernant la motivation. Des partenaires. Évidemment, les partenaires, ils sont libres d'accepter. La plupart du temps, les partenaires, en fait, c'est vraiment de manière plus marquée là, depuis le début de la pandémie, les partenaires aiment rentrer en contact avec les élèves. Il y en a qui n'avaient pas nécessairement la structure et les habiletés pour le faire, donc qui étaient bons, par exemple, je pense entre autres à un partenariat avec un musée où est-ce que ça allait pour les visites en présentiel, mais là, de là à faire quelque chose en virtuel interclasse. Donc, notre expertise à ce moment-là, elle a été mise à profit pour justement les accompagner dans l'offre à organiser pour les classes. Donc, la motivation des partenaires, elle est très grande. Il y a quelques partenaires où est-ce que les activités sont payantes, donc c'est normal aussi. Il y a des partenaires que c'est une source de revenus, mais la majorité des partenariats, donc ce sont des partenariats et des offres, ce sont des offres qui sont gratuites aux classes. Puis, il y a aussi des liens à faire avec le programme La culture à l'école. Donc, souvent, quand les activités sont payantes, c'est très souvent des activités culturelles. À ce moment-là, c'est possible de les vivre là, avec ce programme-là.
Il y a une question concernant la collaboration. Oh, excuse-moi, Marie. J'aimerais ça ajouter quelque chose par rapport aux partenaires. Il y a différents types de partenaires aussi. Moi, ce que j'aime faire la différence, c'est un partenaire, peut-être plus un artiste ou un scientifique qui vient seul, dans le fond, qui vient co-construire avec les élèves. Il vient aussi, dans le fond, il vient témoigner de sa pratique, en fait, qui est complètement différent d'un partenaire qui offre une activité, bien, pas complètement différent, mais qui, pour moi, c'est un enjeu pas complètement différent, mais qui est différent avec les classes. Donc, des fois, moi, je vais inviter un géologue qui va venir justement aider les élèves à se construire une représentation de c'est quoi le travail d'un scientifique, d'un géologue ou, par exemple, un chimiste ou un artiste d'art visuel, qu'est-ce qu'il fait exactement. On a vu ce genre un auteur aussi, qui sont des gens qui viennent parler de leur pratique, qui viennent partager leur pratique avec les élèves. Il y en a des partenaires comme le Centre de démonstration en sciences physiques qui, eux, font déjà des activités de sciences et qu'on va adapter plus à faire à travers une démarche de collaboration en réseau. On va les aider à adapter. Donc, dans ce sens-là, c'est deux types de partenaires qui sont différents selon l'intention aussi du projet. L'autre question concernait les collaborations entre classes à triple niveau. On a même vu des classes à 4 niveaux, donc 3e, 4e, 5e et 6e année, 2 cycles. Donc, c'était dans le modèle initial d'école en réseau, là, dans les écoles les premières qui participaient, c'était que des classes ou presque à niveau à multi-âge. Donc, oui, tout à fait. Maintenant, souvent, ce que les enseignants vont faire quand ils sont en multi-âge, c'est qu'ils vont s'inscrire à une activité qui est propre à un cycle, donc par exemple pour le 2e cycle ou pour le 3e cycle, et ils vont eux-mêmes adapter l'activité dans leur classe. Toutefois, dans le réseau d'enseignants, c'est possible, si vous avez en tête une idée, de l'offrir, de la présenter en fait, et vous dites, bien moi, j'aimerais collaborer avec une autre classe à 3 niveaux ou à 2 niveaux ou à 4 niveaux, et vous structurez un peu, on peut s'en parler, puis nous, on offre ça en fait, et après ça, on fait les jumelages, c'est ce qu'on appelle les jumelages, pour que vous puissiez travailler en collaboration. Dans ces modèles-là d'enseignement, il y avait 2 façons de faire. Donc, il y avait le team teaching, où est-ce qu'une enseignante, le co-enseignement, une enseignante prenait en charge, par exemple, une discipline avec un niveau scolaire et les élèves, donc, je vais donner vraiment un exemple concret, là, mais mettons en univers social, l'enseignante une enseignante des 2 classes travaillait vraiment avec ceux de 3e année, alors que l'autre travaillait avec ceux de 4e année, donnait les tâches, les consignes. Où il y avait aussi l'idée où la même enseignante faisait le projet pour les 2 niveaux scolaires, alors que l'autre enseignante le faisait dans une autre discipline. Donc, il y avait ces 2 manières-là de travailler qui étaient très intéressantes. Des fois, ça se faisait aussi à plus que 2 enseignantes. Ce n'était pas que des diades, donc des fois, c'était un peu plus élargi. Concernant les partenariats à l'international, oui, il y a des partenariats à l'international avec l'Auvergne. En fait, en Auvergne, il y a un groupe de recherche qui a structuré un réseau un peu sous l'inspiration, en fait, de l'école en réseau, donc avec qui on travaille. Puis, il y a des classes aussi, là, dans la région de Dijon, là, une école qui s'intéresse de plus en plus puis qui participe quand même à nos activités. Elle participe lorsque c'est le matin parce que pour eux, c'est l'après-midi. Donc, avec le décalage horaire, ça convient bien. Et il y a un deuxième partenariat avec l'Italie qui a été initié il y a 3 ans. En fait, l'Italie, le bras de recherche de l'Éducation nationale en Italie qui s'appelle Indire, a contacté École en réseau car ils souhaitaient développer ce modèle-là. Donc, ça s'appelle Classe in Rete, donc RETE, et c'est en train de se structurer là, de leur côté également. Donc, ça, c'est des partenariats qui sont, je dirais, plus organisés, là, plus formels, mais il y a aussi des enseignants à l'international qui parfois s'inscrivent à des activités en réseau et sinon, ben, on essaie de… Il y en a des fois qui nous contactent pour faire de la correspondance, puis on offre aux classes de le faire. Je vois le temps qui avance, on va poursuivre la présentation. Donc, on revient avec les images de la communauté d'apprentissage. Hein. De tout à l'heure, on disait l'enseignante, ses élèves qui structurent une investigation, donc qui s'interrogent sur un sujet. Ce développement-là de communauté d'apprentissage peut avoir plusieurs organisations possibles.
Donc, on voit dans le A qu'il y a l'enseignant sur un groupe d'apprenants. Donc, c'est une première organisation. Déjà, c'est une façon de travailler en collaboration et c'est ce qu'on souhaite, hein, c'est susciter cette collaboration-là. Mais ça peut être aussi dans le B, c'était l'image qu'on avait représentée d'ailleurs tantôt, des groupes d'enseignants, donc des groupes, des communautés d'apprentissage qui se regroupent ensemble et qui forment une communauté élargie. Donc, on a des apprenants, des enseignants dans plusieurs classes qui vont travailler en collaboration. Et on a aussi une autre possibilité où est-ce qu'on a l'ajout de partenaires, d'un ou des partenaires extrascolaires qui viennent se joindre. Donc, la communauté d'apprentissage peut vraiment prendre plusieurs allures selon les souhaits, selon des fois aussi le projet. Il y a certains projets qui se prêtent mieux à ce type de collaboration. Le travail collaboratif, on l'a dit dans l'École en réseau, peut se vivre à l'oral et à l'écrit. À l'oral, c'est plus simple, hein, ça se vit en visioconférence ou encore à l'intérieur de la classe. Tandis qu'à l'écrit, il y a vraiment des organisations plutôt typiques qui peuvent se faire. Je vais vous présenter 4 exemples différents. Donc, le champ lexical, les conceptions initiales, la diffusion aussi de création et finalement, Marie-Claude va vous parler de l'investigation collective. Le champ lexical, donc là, je vous ai donné un exemple à partir d'un personnage du crocodile dans un livre qui s'appelle « Profession crocodile », donc à partir d'une écriture, où est-ce qu'il y avait 3 questions initiales qui étaient proposées aux élèves. Quelles sont les caractéristiques physiques du personnage? Quels sont ses traits de caractère? Et quelle est sa profession? Donc, c'était le titre. C'est un album sans texte, c'est important de le préciser. Donc, à ce moment-là, l'écriture collaborative se faisait avec, puis je vois dans la fenêtre de clavardage que Maxime Pelchat de Cadre 21 est présent à la rencontre. D'ailleurs, on l'a soulevé, là, le lien vers cette formation-là est présent à la fin de notre présentation parce que c'est une formation qui a été structurée en partenariat avec Cadre 21. Alors, merci Maxime de l'ajouter tout de suite dans le clavardage. Donc, à ce moment-là, les caractéristiques physiques, vous voyez que les élèves, ils étaient regroupés parce qu'il y avait plusieurs personnages, peuvent aller nommer les caractéristiques physiques. Donc, ça vient enrichir le champ lexical des élèves. Dans le cadre de l'amorce, des fois, on va travailler une nouvelle thématique avec des élèves, puis on veut justement aller chercher, augmenter leur vocabulaire. Donc, c'est vraiment une bonne manière de faire, d'utiliser un travail collaboratif à l'écrit. Et ce travail-là va pouvoir se maintenir. Si je prends, par exemple, une thématique, j'amorce une nouvelle thématique sur le système solaire, je veux enrichir le vocabulaire de mes élèves autour du système solaire. Donc, je vais pouvoir utiliser la plateforme d'écriture collaborative pour le faire. Il y a aussi une deuxième possibilité autour de l'émergence de conception initiale. Donc, à ce moment-là, c'est pour vraiment connaître et ça va être beaucoup utilisé en sciences, en mathématiques aussi, ça peut être intéressant de le faire, connaître les conceptions initiales des apprenants sur un sujet. Ça va nous permettre justement des fois de faire émerger notre question pour la suite du projet. Donc, dans l'exemple qui est présenté, pourquoi les graines germent-elles au printemps? Alors, qu'est-ce qui fait que les graines germent au printemps? Et là, on va aller voir les réponses des élèves. Donc, les élèves vont émettre leurs hypothèses. Ça va aider aussi les élèves à bien structurer une hypothèse. Donc, plutôt que répondre uniquement, parce qu'il fait soleil, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il fait plus soleil? Donc, on va pouvoir relancer. Et le fait de le faire à l'écrit plutôt qu'à l'oral va permettre de garder des traces dans l'orientation. Un autre exemple, c'est au niveau de la diffusion d'un texte ou de toute autre diffusion, mais la diffusion d'une production d'élèves. Donc, en ayant une diffusion d'une production d'élèves, les autres élèves vont pouvoir venir réagir à cette diffusion-là. Donc là, je vous ai donné un exemple pour un texte, mais ça pourrait être, dans le cas du prototype, ça permettait aussi de faire la diffusion et d'aller chercher les réactions des autres apprenants, mais aussi de l'enseignant à ce texte-là pour être capable de le bonifier. Marie-Claude, maintenant, va vous parler du troisième élément avec son exemple pour le Padlet. Alors, Sophie, est-ce que tu peux cliquer sur le lien « Comment les reconnaître » On va avoir accès au Padlet. Pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas cet outil-là, il est dans ton deuxième onglet, là, juste là. Qu'est-ce que je sais sur les roches? Oui. Oui, c'est ça.
Alors, dans ce projet, par tous les minéraux qui se termine cette semaine, on a à peu près 40 classes qui font partie de cette communauté-là, communauté d'apprentissage. À l'écrit, c'est vraiment les 40 classes qui travaillent ensemble puisqu'on a utilisé seulement un Padlet pour toutes les classes où est-ce que les classes vont déposer, par exemple, ici, la question qu'on posait aux élèves, qu'est-ce que je sais sur les roches? D'où viennent les roches? Sont-elles toutes semblables? Comment les reconnaître? On avait demandé aux enseignants, enseignantes d'animer une discussion là-dessus en classe et de nous faire part du savoir collectif de leur classe pour le partager aux autres classes. Il y en a qui ont mis des photos de roches qu'ils avaient dans leur classe. Et par la suite, bien, on est revenu, Sophie, avec les classes. Oui, on peut retourner à la merci. On revient avec les classes et comme tantôt je le présentais, on a 3 modalités sur lesquelles on a travaillé durant ce projet-là. Donc, on a travaillé en classe où est-ce que les enseignants avaient à faire soit des manipulations, soit questionner les élèves. On avait aussi des activités qui étaient faites en visioconférence et ils avaient à partager sur le Padlet en écriture collaborative, un certain type d'écriture collaborative sur les Padlets. Et lorsqu'on retournait en visioconférence, oui, on avait une partenaire extrascolaire qui était le musée minéraux de Thetford Mines qui venait travailler avec nous. Et on a eu aussi un partenaire qui est le Géoparc de Percé, où est-ce qu'un des géologues est venu travailler avec nous également. Mais mon rôle à moi, c'était de structurer vraiment à l'oral ce que les élèves avaient fait sur les Padlets pour amener des précisions, amener des justifications sur ce qu'ils avaient dit. Et là, à ce moment-là, on ne s'est pas rencontrés à 40 classes à la fois. On avait fait des sous-groupes par cycle d'à peu près 4-5 classes. Donc, ça fait plusieurs visioconférences, mais ces élèves-là avaient la chance de pouvoir interagir, de pouvoir venir préciser leurs pensées et les enseignants, dans une planification qui était bien décrite, qui leur était offerte au départ, bien, ils avaient toute la séquence et un espèce de guide de l'enseignant pour les aider à guider leurs élèves, à les accompagner et à faire justement avec eux à travers ce projet-là. Donc, ils savaient déjà que quand on était en visioconférence, il y avait 2 à 3 élèves qui revenaient sur ce qu'on avait écrit dans le Padlet et moi, j'allais les questionner sur, par exemple, que c'est-tu des roches? On peut les casser. Parfois, elles sont légères, parfois, elles sont lourdes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça? Donc, je questionnais les élèves sur ce qu'ils avaient écrit. On peut changer, Sophie. Donc, à partir des questions initiales, comme je le disais, à l'écrit, ce qu'on avait de partager sur les Padlets, en visioconférence, on faisait un retour sur les réponses des élèves. Puis, par la suite, je lançais les élèves sur la poursuite du travail en classe et justement, j'avais structuré un autre Padlet pour avoir un partage à l'écrit. Le prochain travail que les élèves avaient à faire, vous savez, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est les roches, comment on les reconnaît. Donc, les élèves, ils m'avaient nommé des critères sur lesquels ils pourraient classer les roches. Donc, par exemple, la couleur, la texture. Il y en a qui pensaient que la forme et la masse, ça pouvait avoir un effet pour pouvoir classer les roches. Et là, on était encore dans leur conception. On n'était pas venu travailler avec des livres ou avec des géologues et ils avaient à classer les roches selon ce qu'ils pensaient qui étaient des bons critères pour les classer. Donc, ils nous ont partagé sur le Padlet leurs critères. En classe, les enseignantes avaient fait un travail où est-ce que chaque équipe venait justifier leur classification et par la suite, bien, ils devaient choisir une façon commune de classer les roches. C'est bien rare qu'ils arrivaient à une classification commune. Chaque élève avait envie de partager sa façon de classer les roches. Il y avait des classes virtuelles. Cette année, il y a beaucoup de classes virtuelles qui ont participé au projet et qui ont utilisé l'outil Jamboard avec leurs élèves ici pour pouvoir faire une classification virtuelle de leurs roches. L'enseignante, je lui avais proposé des images de roches qui représentaient quand même des roches faciles à voir les caractéristiques et les élèves l'avaient choisi. Et là, bien, on revenait, si tu veux, Sophie, oui. En visioconférence, encore une fois. Ah oui, pardon. Il y avait aussi, entre la prochaine visioconférence, on leur proposait de modéliser une roche en inventant une roche. L'intention ici, c'était que les élèves comprennent que les différentes couleurs, les différentes textures que l'on retrouve dans une roche, bien, ça représente les minéraux. On n'était pas rendu encore là, mais on essayait de construire cette connaissance-là et que selon la quantité de minéraux, selon la quantité, par exemple, de pépites de chocolat ou de ce qu'ils avaient choisi, bien, ça donnait une roche qui avait une allure différente, que si on les mettait une à côté des autres, les roches inventées par les élèves, elles étaient toutes différentes. Il y a même un élève qui me dit, bien, moi, plus je tenais longtemps mon mélange dans mes mains, plus ça fondait, plus ça devenait lisse. Donc, il y avait certains éléments qu'on pouvait modéliser par rapport à ce qui se passe vraiment lorsque les roches se forment dans le cycle des roches. Et
on poursuivait justement cette modélisation-là pour leur faire comprendre que justement, une roche, c'est un mélange de minéraux. Et là, en visioconférence, je vais y arriver, on revenait encore une fois au début. Je leur disais, bon, au début, on s'est posé la question d'où viennent les roches, sont-elles toutes semblables? Vous avez essayé de classer les roches. Par la suite, bien, on revenait sur la classification, on faisait un retour sur la modélisation jusqu'à les amener à comprendre ces éléments-là, qu'une roche, c'est un mélange de minéraux. On peut changer, Sophie. Et bien, on leur faisait justement par la suite, quand ils avaient pris conscience que justement les roches, ce sont des minéraux, à quoi ça sert les minéraux dans la vie de tous les jours? On leur a lancé un défi, c'est-à-dire de trouver un objet qui ne contient pas de minéraux. Donc, dans la classe, ils avaient à trouver certains objets, mais surtout à justifier pourquoi ces objets-là ne contenaient pas de minéraux. Et encore une fois, on fait un retour en visioconférence avec une experte qui arrive à leur dire que le projet s'appelle Partout les minéraux. Donc, il y a des minéraux partout. Et on revenait vraiment à ce rôle du géologue dans notre société, comment c'est important d'avoir des géologues parce qu'il va trouver et reconnaître les roches dans lesquelles il y a des minéraux que l'on peut exploiter. Et donc, on faisait le tour de cette investigation collective avec des élèves de plusieurs classes, de différents cycles, mais aussi avec 2 experts qui sont venus collaborer avec nous. Et nous, l'équipe d'École en réseau, on structure cette collaboration-là entre les classes et entre les diverses modalités qui sont vécues dans les classes, soit l'écriture, le travail en classe de manipulation et la visioconférence, mais le partage également. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions pour ce bloc-là. Je n'en ai pas vu là, de questions dans le question-réponse. Si vous en avez, c'est toujours le temps là, de les poser. Puis de toute façon, on va rester disponible si vous souhaitez échanger. On espère que ça va vous avoir donné le goût de faire de la collaboration dans votre classe, mais aussi entre vos élèves, des idées également. Puis, on reste tout à fait disponible. Vous allez trouver facilement nos coordonnées sur le site de l'École en réseau. Sinon, vous pouvez écrire là, à l'adresse info à commercial ea.qc.ca et allez vous inspirer aussi sur le site. On a placé différents liens. La formation sur le travail collaboratif, on vous a mentionné. Donc, si plusieurs idées ont émergé, que vous avez le goût de les enrichir, que vous avez le goût de les bonifier, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va vraiment nous faire plaisir. Alors, merci vraiment, École en réseau. Merci, Sophie. Merci, Marie-Claude. Pour ceux qui doivent quitter, je vous propose de remplir le questionnaire d'appréciation. Et pour ceux qui peuvent rester avec nous, bien, on est disponible, comme les filles le disaient, pour une période de questions. Et j'espère que ça vous a bien inspiré. Et Fadio, on prône beaucoup la collaboration, même la collaboration interordre. J'espère que ça va éveiller l'envie de nos participants. Donc, pour la suite des choses, demain, on aura pour la semaine de la FAD, on recevra l'UQTR, CAD 21 et la TELUC. Donc, on va parler de réseaux sociaux avec l'UQTR, de langage augmenté avec CAD 21 et de rétroaction là, numérique avec la TELUC. Donc, manquez pas ça, suivez-nous. Et donc, je vous remercie vraiment de votre présence et on ne ferme pas, on est là, on demeure présent pour vous. Allez-y de vos questions-réponses, de vos questions. Nous, on va vous amener les réponses dans le module ou encore, vous pouvez lever la main. Je vais aller cliquer pour permettre le lever de main. Donc, vous pourrez lever la main, puis on peut même vous donner la parole si ça vous intéresse. On est bonne pour rester encore un bon 15 minutes. Allez-y. Merci beaucoup, Karine. Il y a une question par rapport au Padlet. Est-ce que c'est une application qui peut être utilisée sur différentes plateforme? En fait, Padlet, c'est une application, c'est un site donc, qui est indépendant. Donc, lorsqu'il y a un travail à faire avec les élèves, puis c'est possible d'avoir 3 Padlets, donc 3, en fait, tableaux gratuitement avec le compte. Et sinon, c'est une application qui ne prend pas de compte. Donc, dans le cadre de nos activités, nous, qu'on va faire dans l'École en réseau, on va créer les Padlets et les classes vont être invitées à venir y collaborer, donc directement à partir du lien. À ce moment-là, ça serait possible, par exemple, dans votre équipe classe, donc dans votre Teams classe, de partager le lien à vos élèves
et qu'ils aillent collaborer. Vous pourriez aussi avoir un Padlet pour votre classe et de partager ce lien-là. Donc, vos élèves n'auraient pas à avoir de compte. Et c'est ce qu'on veut minimiser, hein, l'idée du compte chez les élèves, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de connexions à avoir. Sinon, au niveau du Padlet, là, si vous me laissez une minute, je peux peut-être aller rechercher. On a une ressource sur le site Internet, donc je pourrais peut-être aller vous donner la ressource. Bien, je peux continuer, Sophie. Ce que je fais, moi, en fait, aussi, c'est que pour faciliter la collaboration, justement, pas besoin de compte, mais je demande aux enseignantes, justement, je leur donne un petit, pas tutoriel, mais un espèce de guide pour bien utiliser le Padlet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit écrire avant de partager une photo. Là, dans le fond, on leur demande vraiment de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait avec leurs élèves, etc., pour que ce soit riche quand une personne regarde la photo et elle puisse justement travailler justement sur la collaboration puis voir les contenus fassent du sens pour les autres élèves qui n'ont pas vu en fait qu'est-ce qui s'est passé dans la classe. Puisqu'à 30, 40 classes, ben, on ne peut pas tous se voir en même temps. Ben, c'est une façon vraiment d'avoir accès à ce que les autres font. Je vais regarder les coordonnées des présentateurs, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui demande ça dans le... Ah, je vais écrire la mienne. OK. On a une question dans le question-réponse en lien avec l'infolette, je pense. Si je ne trouve pas le lien pour m'inscrire à l'infolette, où est-ce sur votre site? Je ne sais pas si vous voulez partager votre écran pour le montrer aux gens. Oui. Je vais partager mon écran, Sophie. OK, donc voilà. Si vous voyez bien mon écran, je vais le partager. Ce ne sera pas long. Alors, quand vous êtes sur École en réseau, je vais enlever ça ici. Vous avez Abonnez-vous à l'infolettre en vert ici. Donc, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page courriel, prénom, nom de famille, vous abonnez. Voilà. Marie-Claude, peut-être que tu seras plus rapide que moi pour trouver la ressource sur le site. Je ne l'ai pas trouvée. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, mais on peut se donner quelques minutes encore pour voir si... Oui, il y a une question dans le clavardage. Si on veut écrire une classe pour une éventuelle collaboration, comment fait-on? En fait, si vous voulez vous-même vous inscrire comme enseignante, vous allez sur le site d'École en réseau et vous allez dans l'onglet Activités en réseau. Vous faites un survol des activités qui vous interpellent et il y a un bouton qui s'appelle M'inscrire à cette activité. Vous cliquez dessus, vous entrez vos coordonnées professionnelles, le nom de l'école, votre adresse courriel et vous allez être automatiquement inscrit, puis on va vous recontacter par la suite. Donc, si au contraire, c'est parce que vous cherchez une classe, donc ce n'est pas pour vous inscrire à une activité déjà faite, mais que vous cherchez une classe avec qui collaborer sur une thématique, à ce moment-là, vous nous écrivez soit à Marie-Claude ou à moi, ou encore à l'adresse générique d'info d'École en réseau. Là, sur le site, vous allez le trouver rapidement là, dans Nous contacter et on va à ce moment-là vous recontacter puis voir un peu préciser votre besoin. Puis vous allez, on va essayer de vous trouver une classe avec qui travailler en collaboration. Ceux qui voulaient avoir la ressource pour moi non plus, le Padlet, pourtant, c'est ça, je ne le vois pas moi non plus. Mais on va le trouver. OK. Bon, ben, ça me rassure. Des fois, ça nous rassure. Je demanderais peut-être à la personne qui voulait avoir plus d'informations sur le Padlet, là, de nous envoyer un courriel à Marie-Claude et à moi, puis on va lui trouver le tout. Et ça nous fait penser qu'on va redéposer la ressource. Je ne sais pas. Oui. Il y a une question par rapport à l'activité des minéraux. Bien, c'est la première année qu'on le vivait, puis on a beaucoup de demandes pour recommencer. Donc, je crois que notre partenaire est intéressé.
Mais ceux qui me connaissent, ça va être une version améliorée encore du projet que vous allez avoir la chance de vivre. Donc, ceux qui l'ont peut-être vécu, vous pourrez revenir le vivre avec nous. Il y a quelqu'un qui a répondu par rapport au Padlet. Dans l'outil collaboratif, on a Padlet. Oui, mais ce qu'on cherchait, c'était vraiment plutôt une manière de travailler. Donc, le Padlet, là, c'est vraiment plus une présentation de cet outil-là, donc des fonctionnalités. On avait une question d'un clavardage qui nous demandait si je ne suis pas au Canada, est-ce que c'est possible de participer à ce genre de projet? Oui, tout à fait. À ce moment-là, vous vous inscrivez, comme je le disais, idéalement une activité qui est en matinée, là, parce qu'habituellement, à part si vous êtes dans l'ouest du Canada, à ce moment-là, ça sera différent comme décalage horaire. Mais pour les gens outre-mer, c'est ce qu'on a trouvé comme façon de faire. Donc, c'est sûr que sinon, il n'y a pas d'autres contraintes. En fait, vous pouvez participer là, à l'activité. Ça va nous faire plaisir. Et ça aussi, on l'a peut-être moins nommé dans notre présentation, mais ce que je trouve qui est très riche avec l'interclasse, c'est que les élèves viennent de différentes régions. Et ça, c'est vraiment enrichissant d'avoir vraiment une représentation des régions comme le projet par tous les minéraux. L'idée que j'avais aussi, c'était qu'on pourrait aller jusqu'à se poser la question comment la géologie a pu influencer le développement économique des différentes régions. Comme par exemple en Gaspésie, on sait que les graves en galets ont été choisis particulièrement pour faire sécher la morue. Et si ça n'avait pas été de ce type de géologie-là, il n'y aurait pas eu de développement dans ce coin-là, ou certaines rivières à saumon dans le coin de Portneuf, ou par exemple dans le coin de Charlevoix, tout près de Baie-Saint-Paul, dans ce coin-là, avec l'astroblème qu'il y a, mais ça a fait en sorte que les gens ont pu s'y installer. Donc, le fait que des élèves viennent de ces différentes régions-là, ils deviennent des spécialistes des régions et peuvent partager justement leurs connaissances en lien avec cette géologie locale-là et comment elle a eu une importance. Donc, ce genre de projets-là aussi, qui sont interdisciplinaires, mais qui sont justement pas spéciaux, mais qui représentent chacune des régions, bien, ça a un impact très, très intéressant pour les différents élèves. Et j'ai une collègue aussi qui est à Montréal qui me disait qu'elle, ses élèves, ce qu'ils adorent, c'est d'entendre les accents des élèves à travers le Québec et que juste ça, pour eux, c'est vraiment super intéressant. Et tantôt, j'avais un projet, puis c'était très drôle avec une classe dans une école au Saguenay, peut-être que tu la connais, Sophie, où est-ce que c'est une école où est-ce que chaque classe a une thématique. Et à chaque fois qu'on avait cette classe-là dans nos projets, là, on voyait la ville de New York derrière, puis les élèves se posaient la question, c'est quoi derrière la classe? Donc, les élèves adorent juste partager leur vie au quotidien dans leur classe avec d'autres classes aussi. Donc, cet aspect-là de l'interclasse, oui, pour amener des apprentissages, les enrichir, mais pour justement s'ouvrir sur le monde aussi, c'est très intéressant. Donc, à l'international, c'est encore plus fun de voir des élèves qui viennent de d'autres régions du monde. Vraiment intéressant, les filles. C'est super. Il reste encore 27 personnes. Ouais. Je trouve ça le fun parce que c'est comme facile d'accès, si on peut dire. Tu sais, comme dans le fond, si on veut s'inscrire, on va sur le site. Tu sais, comme moi, je connaissais un petit peu l'École en réseau parce qu'aux îles, il y avait un partenariat là, avec la Gaspésie, là, Sandra Chevary. Puis, c'est ça, j'avais vent de ça, mais de voir que c'est quand même si accessible, tu sais, puis qu'il y a tout ça de beau en cours, c'est le fun. C'est très enrichissant de vous entendre cet après-midi, ça donne le goût. On a encore des participants avec nous, mais je ne sais pas si c'est des participants actifs. Non, en ce moment, on a comme 18 participants encore avec nous. Je pense que c'est ce qui va clore. C'était des merci, je pense qu'on reçoit. Si vous êtes d'accord, les filles, je pense que c'est ce qui va clore l'atelier d'aujourd'hui. Parfait. Puis, les gens peuvent quitter, puis on se retrouve demain matin à 9h pour une table d'échange avec l'UQTR.